D'accord? Ok, d'accord. Bonjour, mesdames et messieurs, et bonjour à ceux qui nous suivent maintenant sur ma chaîne YouTube depuis les Amériques. Et mon invité aujourd'hui est une journaliste, reporter et aussi directeur du média en ligne Les Échos du Niger. En regardant son activité au fil des ans, il compte avec des participations illimitées dans plusieurs médias. J'ai partagé sur la description de cette interview les liens où vous pouvez suivre son activité. C'est un immense plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui, mesdames, messieurs, Youssouf Seriba. Cher Youssouf, en premier lieu, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce qui a conduit au coup d'État du 26 juillet? Merci beaucoup, Monsieur Alexandre. C'est tout à fait un plaisir pour moi de participer à votre podcast. Ça va maintenant? Vous me recevez? Ok. Donc, je disais vraiment merci beaucoup, Monsieur Alexandre. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de participer à votre podcast. Et merci infiniment donc pour cette invitation. Et je salue également l'ensemble de vos abonnés et où qu'ils se trouvent en ce moment. Et pour en venir à votre question, il faut dire que depuis aujourd'hui 13 ans que le régime du PNDS Taré a donc qui a été déchu donc le 26 juillet a gouverné ce pays-là. Il y avait beaucoup de mal-être qui gangrène la population nigérienne à travers les 8 régions du pays. Les gens se sont beaucoup plaints des problèmes de corruption, de détournement de deniers publics, d'injustice. Et pour couronner tout ça, il était difficile pendant ces 13 ans qu'avait duré le régime du PNDS de, 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 de manifester sur la voie publique. C'est-à-dire que depuis 2011, et à chaque fois que des acteurs de la société civile ou bien des mouvements avaient tenté d'exprimer leur, leur désaccord face à un certain nombre de tares de gouvernance, il a été difficile d'obtenir les autorisations pour manifester. Et donc, c'est pour dire que c'est vraiment cette colère-là qui s'était exprimée un peu dans les rues de Niamey et à travers les régions du pays quand il y a eu ce coup d'État. Et c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre ici, c'est pas forcément que le peuple nigérien tolère les coups d'État, mais il se trouve que ce coup d'État a trouvé un terreau favorable qui a donné l'opportunité aux masses populaires de pouvoir exprimer le mal-être qui a été étouffé pendant 13 ans. Et donc, ici, il faut rappeler que donc, quand on parle du régime du PNDS, il y a eu le président Mahamadou Issoufou d'abord qui a dirigé le Niger de 2011 à 2021. Donc, 10 ans, il a fait ses 2 mandats et pour la première fois au Niger, quand même, il faut lui reconnaître cela. Il y a eu donc un président qui a organisé des élections et qui a transmis le pouvoir à un autre président démocratiquement élu. Ça, c'est dans ce qui concerne la forme. Mais dans le fond, il se trouve que c'est quand même, c'était des élections entachées d'irrégularité. On a procédé à des manœuvres pour écarter des opposants qui menaçaient quand même le candidat du pouvoir qui était à l'époque Mohamed Bazoum. Vous avez par exemple comme alternative lors des élections de 2021, vous avez un opposant qui était Hamma Amadou, à qui on a collé un procès pour pouvoir l'écarter. Et son dossier a été invalidé par la justice et il n'a pas pu être candidat. Et c'est ce qui a favorisé, n'est-ce pas, le hold-up électoral qui a été connu de tous ici à travers donc l'élection de Mohamed Bazoum. Et tout le monde sait que c'était des élections entachées d'irrégularités, de fraude massive, d'achat de conscience. Et ce candidat-là a pu passer et il a été élu président de la République et il gouvernait ce pays-là en tout cas d'avril 2021
jusqu'au 26 juillet où il a été destitué par le coup d'État du général Abdraman Chani. Donc, en définitive, c'était vraiment toutes ces raisons-là qui ont conduit à cette situation. Le CNSP, par exemple, qui est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, donc dirigé par le président Tchani, ils ont expliqué qu'effectivement, c'est toutes ces raisons-là qui les ont amenés à pouvoir mettre fin à ce régime-là pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Et à cela s'ajoute, par exemple, l'épineuse question de l'insécurité. Vous savez que le Niger, comme un certain nombre de pays du Sahel, sont confrontés par une crise sécuritaire liée donc au terrorisme. Vous avez l'État islamique au Grand Sahara qui est en train de faire des massacres au niveau de la zone des trois frontières. Vous avez du côté du sud du pays, qui est frontalier à un pays comme le Nigeria, par exemple, où vous avez Boko Haram qui est en train de sévir. Et donc, toute cette situation-là a créé une crise sécuritaire qui, visiblement, avait euh, posé des problèmes, en tout cas, au gouvernement. Et malheureusement, le gouvernement de Bazoum, en tout cas, selon beaucoup d'observateurs, a beaucoup de difficultés à pouvoir apporter des réponses efficaces à cette question sécuritaire. Et donc, les militaires ont estimé que tout simplement, il fallait procéder à ce coup d'État-là pour maintenant permettre de créer les conditions pour pouvoir vraiment apporter des solutions à ces problèmes-là que vivent les Nigériens. Mais pensez-vous, dans le fond, que le président Mohamed Bazoum était-il consensuel au sein du peuple nigérien, minimum consensuel au sein du peuple nigérien? Oui, absolument ça. Et c'est malheureusement le paradoxe de ce coup d'État. Aujourd'hui, il y a unanimité sur le fait que le président Bazoum, quand même, était en train de tenter d'apporter des solutions aux problèmes que le président Issoufou a créés. Parce que lui, quand même, à la différence de Issoufou, il jouit d'un certain respect. Et dans la mesure où on a vu la façon dont son prédécesseur Issoufou a géré, il a étouffé les expressions populaires. Issoufou, il y a eu vraiment beaucoup d'affaires qui ont choqué l'opinion, des détournements publics. Vous avez par exemple l'affaire Uranium Gate. Vous savez, le Niger est un pays producteur d'uranium. Et donc, il y a eu un dossier épineux où, par exemple, il y a eu une fraude sur des transactions d'uranium et dans une fraude dans laquelle le Niger a, semble-t-il, perdu plus de 200 milliards. Et malheureusement, la réputation du pays a été engagée dans la mesure où, par exemple, dans ce dossier-là, euh, cet uranium-là a été vendu de manière frauduleuse à travers vraiment des transactions illicites. Et cette affaire-là, aujourd'hui, ne cesse de revenir à chaque fois. Et pour vous faire une confidence, c'est une affaire qui risque de créer à l'avenir un problème pour l'ancien président Issou, dans la mesure où beaucoup de gens le voient bientôt devant les tribunaux pour s'expliquer par rapport à cette affaire-là. Deuxième, par exemple, dossier pour vous donner un exemple de jusqu'où la malgouvernance a atteint comme limite sous Issoukou. Vous avez, par exemple, l'affaire MDN. Et ça, c'était une affaire qui s'est passée au ministère de la Défense nationale où environ 70 milliards avaient été détournés de l'argent qui était censé équiper les militaires qui sont en train de lutter contre le terrorisme. Donc, vous avez des cadres du ministère de la Défense et un certain nombre d'opérateurs économiques qui ont procédé par des manigances pour détourner cet argent. Ce dossier-là aussi a choqué l'opinion et ça a fait couler beaucoup d'encre. Et on a vu à quel point ce régime-là était gangréné par la corruption. Quand le président Bazoum a été élu, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui. Ce n'était pas vraiment un choix et qu'on peut qualifier de populaire. Mais au moment où il avait commencé à gouverner, on a vu un nouveau style de gouvernance. Il a essayé d'instaurer le dialogue. Et c'était pour la première fois, en tout cas sous le régime du PNDS, que par exemple, le président de la République a, par exemple, ouvert le palais présidentiel. Il recevait des acteurs de la société civile, il recevait des acteurs de l'opposition avec qui il dialoguait, les syndicats,
Et vraiment, il avait tenté de procéder à une décrispation. Ça, les gens ont beaucoup apprécié ça. Et à un moment donné, il y a eu un débat qui se focalisait sur la comparaison entre Issoufou et Bazoum, même au sein du parti PNDS. Les gens ont vu que on était en train de faire de l'ombrage à Issoufou, par exemple, qu'on avait présenté comme un grand démocrate, un père spirituel pour le parti PNDS Tareya. Et les gens ont vu qu'avec Bazoum, et on est en train d'assister à quelque chose de nouveau et que ce président-là est en train de tenter et de répondre à ces aspirations du peuple et de consacrer un certain nombre de libertés, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifestation. Ça, il le faisait, ça ne plaisait pas forcément aux caciques du parti au pouvoir, et tels que les Issoufou et par exemple, comme Foumakoy, par exemple, qui est le haut représentant du président de la République, qui a été ministre du pétrole pendant 10 ans sous Issoufou, c'était des caciques du PNDS, c'est-à-dire c'est eux vraiment qui faisaient la loi au niveau du parti présidentiel et la façon dont Bazoum gouvernait ne leur plaisait pas forcément. Et donc, ils tentaient de créer une dissidence à l'interne du parti. Aujourd'hui, ce débat-là est actuellement dans les médias. Et au niveau du parti présidentiel, les gens se font la guerre et chacun jette le discrédit sur l'autre. On est même en train d'accuser actuellement le président Issoufou d'avoir été à l'origine de ce coup d'État. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, c'est lui qui a fomenté ce coup d'État. Mais nous, on n'a aucune preuve d'avancer cela. Mais il est clair que, et même s'il y a des raisons de le croire, et cela va finir par se savoir à l'avenir. Donc, en définitive, et c'est pour vous dire que le président Bazoum, quoique euh, limité par un certain nombre de difficultés, et il avait quand même, il jouissait d'une certaine popularité. Les populations se sentaient beaucoup plus proches de lui que Issoufou. Et même ceux qui ne l'avaient pas voté ont reconnu à un moment donné que il l'avait mal jugé. Et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent que ce coup d'État n'avait pas sa raison d'être. Mais c'est arrivé aujourd'hui et c'est consommé. Il faut essayer d'aller de l'avant. Mais déjà, le Niger a déjà connu 4 coups d'État depuis sa déclaration d'indépendance et Mohamed Bazoum a été le premier cas d'alternance pacifique au pouvoir. Que pourrait Absolument. signifier le renversement de Mohamed Bazoum pour la politique nigérienne? J'ai pas compris la question. Non, que pourrait signifier cette démission, Ok, ok. déposition de Mohamed Mhm. Bazoum? Mais clairement, ça va. Les conséquences, c'est que c'est un recul démocratique. Ça, c'est d'abord la première conséquence parce que le Niger était quand même en train de se positionner comme un État démocratique, même si on sait que la démocratie, c'est une construction de longue haleine. Et en cela, tous les efforts sont importants dans la mesure où le pays était en train d'aller vers une progression et essayer en tout cas, de renforcer un certain nombre d'acquis et vous avez, en tout cas, beaucoup d'institutions qui ont été mises en place dans le sens de consolider cette démocratie, en tout cas naissante. Même si, dans le fond, le fonctionnement posait de problème, mais quand même, le fait qu'il y ait eu cette alternance démocratique pour la première fois a permis quand même au Niger de pouvoir se positionner, comme je le disais, donc comme un État démocratique solide, surtout dans un espace instable comme celui du Sahel. Vous avez aujourd'hui la crise sécuritaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Sahel est une région en tout cas très instable. Et le Niger, jusqu'au 26 juillet, était le seul pays dirigé par un civil. Et tous les États qui étaient dans cette région-là étaient gouvernés par des régimes militaires. Vous avez le Mali, donc vous avez le Burkina Faso, vous avez également le Tchad qui était dirigé par des militaires. Et cela a fait que, par exemple, l'initiative qu'il y avait au niveau de la région, cette initiative de concertation qui est appelée le G5 Sahel, qui réunissait ces États-là dans un cadre pour pouvoir échanger et trouver des solutions aux problèmes qui apportent
aux problèmes qui renforcent le terrorisme, essayer d'apporter des solutions. Et ces problèmes-là, c'est le problème de chômage des jeunes, le manque d'opportunités pour la jeunesse, les problèmes d'éducation, d'accès à la santé, etc. Et très malheureusement, le G5 Sahel a été disloqué et avec l'avènement de ces militaires-là qui ont destitué les régimes civils qui dirigeaient ces pays. D'abord, Ibeka au Mali, ensuite Rochma Christian Kaboré au Burkina Faso, et il y avait eu aussi Déby Père qui quand même jouait un rôle assez important sur le plan sécuritaire dans la région, qui est décédé malheureusement sur le front. Et cela a plongé la région dans un chaos qui a fait que la démocratie avait été mise à mal. Donc, de ce point de vue, le Niger était comme une sorte de stabilisateur démocratique dans la région, dans la mesure où il ne fallait pas perdre ce régime-là. Par exemple, les Américains étaient beaucoup plus choqués par cette situation. Et ce n'est pas, par exemple, le fait qu'on parle par exemple de géopolitique, d'intérêts personnels qui les intéressent. L'autre problème, c'est que on est quand même dans une situation où on a perdu le dernier, en tout cas, État qui incarnait une sorte d'espoir démocratique avec lequel on comptait stabiliser la région qui aujourd'hui est plongée dans un chaos. Donc, c'est vraiment les conséquences qu'il y a pour le Niger et pour la région. Donc, au-delà vraiment du Niger, ce coup d'État, et vous avez pu le remarquer dans les médias aujourd'hui, le Niger est le dossier principal à la une de tous les médias au niveau international. C'est parce que justement, ce pays-là a une position stratégique dans cette région sahélienne précaire et qu'il ne fallait pas perdre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que l'ensemble des puissances occidentales essayent de faire pression sur la junte pour qu'il puisse restaurer l'ordre constitutionnel. Même si on ne peut pas restaurer le président Bazoum, créer les conditions pour proposer un agenda et avoir des élections très rapidement et permettre le retour des civils au pouvoir. Parce que justement, les gens savent que cette situation ne devrait pas continuer. Et donc, toute la communauté internationale fait pression sur la junte. Au moment où nous parlons, je viens d'apprendre qu'il y aura une troïka qui sera dans les heures à venir à Niamey. Vous avez une délégation des Nations Unies, une délégation de la CEDEAO et une délégation de l'Union africaine qui vont venir en même temps, au même moment pour pouvoir rencontrer les militaires. Hier, vous avez la sous-secrétaire aux affaires politiques du gouvernement américain qui était là pour pouvoir rencontrer aussi les responsables de la junte. Donc, jamais on n'a vu un coup d'État qui a suscité autant de polémiques, de bras de fer, parce que justement, les gens ne veulent pas accepter que, en tout cas, que le Niger, qui était quand même dans cette position assez reluisante d'un point de vue démocratique, qui servait quand même d'exemple et d'inspiration dans la région, puisse tomber dans le giron des régimes militaires. Je pense que vous avez déjà commencé à répondre à cette question, mais comment expliquez-vous le faible taux d'analphabétisme et de pauvreté au Niger? J'ai pas compris. La situation, vous voulez dire, de Comment l'éducation? expliquez-vous qu'actuellement, le taux d'analphabétisme et de pauvreté au Niger, c'est très haut? Mais ça, c'est justement ce que j'ai tenté d'expliquer. C'est la malgouvernance, la corruption, le détournement des deniers publics. Malheureusement, même si on a souvent dit que depuis 12 ans, 13 ans, le Niger était sous régime démocratique, il se trouve que malheureusement, les problèmes de mauvaise gouvernance, de corruption et de détournement public ont atteint des taux exponentiels sous ces régimes démocratiques-là. Ici, la réalité, c'est que, et disons, la perception des populations, c'est que mieux vaut même être sous un régime militaire que d'être souvent sous un régime civil, parce que les gens pensent que les militaires ont une certaine discipline qu'ils ne leur permettent pas de détourner les deniers publics, contrairement aux civils. Et il se trouve que malheureusement, le militaire ne sait que faire la guerre. La gestion de la chose publique, c'est une affaire des politiciens, c'est pas une affaire de militaires, très malheureusement. Et ces politiciens-là, malheureusement, face aux deniers publics, ne font pas preuve de respect ou d'orthodoxie.
Et cela fait qu'ils mettent le pays en arrière. La question de l'éducation, vous l'avez évoqué, et la santé également. Le Niger est un pays où, je crois, et vous avez c'est des situations sanitaires chaotiques, des maladies comme le paludisme et font des ravages au Niger. Chaque année, aujourd'hui, les ménages investissent des sommes faramineuses pour pouvoir se mettre à l'abri contre le paludisme. Donc, c'est vraiment la malgouvernance qui est à l'origine de ces situations-là. Et cela fait que, bon, euh, on se retrouve à chaque fois avec des coups d'État. Et même le dernier coup d'État de 2010, par exemple, qui était le coup d'État de Salou Jibo avec le CSRD, c'est vrai que la raison principale de ce coup d'État était que le président, à l'époque, voulait passer outre ces deux mandats constitutionnels. Mais quand même, si vous lisez les motifs qui avaient été développés, et on reprochait au président Tage de n'avoir pas travaillé à améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne diront pas la même chose parce qu'on a vu que quand même le président Tanja, c'était celui qui a eu à faire le plus pour les secteurs sociaux de base. Jamais un président n'a autant fait pour la santé que le président Tanja. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas vu ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, les gens ont compris cela. Et la preuve, le CNSP vient de nommer comme Premier ministre l'ancien directeur de cabinet de Tanja. Et la nomination a été faite hier dans l'après-midi. Il s'appelle Lamine Zey. Et donc, il a été directeur de cabinet du président Tanja pendant 7-8 ans et il a été par la suite ministre des Finances du même gouvernement jusqu'à la destitution du président Tanja donc en 2010 où donc il a quitté le pays après avoir été emprisonné. Il a été libéré et il était le directeur de la BAD, la Banque africaine de développement au Tchad et donc avant cette nomination. Donc c'est pour dire que ces questions de renforcement des secteurs sociaux de base constituent vraiment une priorité pour un pays comme le Niger, parce que c'est quand même un pays qui a le plus faible indice de développement humain. Et pendant 10 ans, le Niger a été classé dernier sur le plan indice de développement humain du PNUD. Pendant 10 ans, vous pouvez vous imaginer un pays qui regorge d'immenses ressources minières, euh, qui fait partie des trois premiers pays producteurs d'uranium du monde, puisse se retrouver dans une situation où l'école ne marche pas très bien, la santé ne marche pas très bien. Un pays qui a commencé à produire du pétrole, qui produit au moins 20 000 barils jour, ne puisse pas améliorer ces questions de secteurs sociaux de base, c'est tout simplement inexplicable. Et la raison, c'est que c'est vraiment le détournement des deniers publics qui s'est aggravé sous Issoufou et on a endetté le pays pour procéder à la construction d'infrastructures qui n'était pas une priorité. Sous Issoufou, c'est ce qu'on a reproché à cette gouvernance-là. Et on a endetté le pays pour construire des ponts et des hôtels, alors que la priorité pour le peuple, c'est l'école. Le peuple nigérien est un peuple à 80% rural. C'est l'agriculture et l'élevage qui constituent son socle de base. Donc, tant qu'on n'accepte pas d'investir dans ce secteur-là, il ne peut jamais y avoir de développement, on ne peut jamais satisfaire le peuple. Et donc, il fallait tout simplement investir dans ces secteurs prioritaires-là, le développement rural, l'éducation, la santé, que d'aller investir dans des hôtels, les ponts, qui ne sont utilisés que par 15% de la population. Et quel impact la France a-t-elle sur la politique intérieure et la société au Niger? C'est C'est ce que les gens ont toujours reproché, hein. Ça a toujours été des rapports paternalistes. Je parlais tantôt de la question de l'uranium. Vous savez que l'uranium nigérien a été exploité par la France depuis 50 ans aujourd'hui. Personnellement, en tant que journaliste, j'ai travaillé sur ce secteur des industries extractives. J'ai eu à publier une enquête qui a reçu plusieurs prix au niveau international. Et ce travail m'a permis d'avoir le prix africain du journalisme d'investigation parce que j'ai fouillé sur les 50 ans d'exploitation minière que la France a effectuée au Niger. Et j'ai essayé d'expliquer vraiment ce que cela a apporté comme
malheur pour le pays. Et vous avez aujourd'hui une des principales mines françaises qui a fermé, la Cominac. Cette mine a fermé en mars 2021 et la situation des travailleurs a été catastrophique. La mine a fermé et a refusé même de donner les droits légaux pour les travailleurs. Vous vous imaginez? C'est-à-dire, après avoir ramassé les milliards de dollars, cette société décide de partir, de s'en aller, sans pour autant donner même le minimum des droits pour ces travailleurs. On ne va même pas parler des obligations que cette société avait d'un point de vue développement économique local, d'un point de vue contribution à l'assiette fiscale. Et ça, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, vous avez plus de 20 millions de tonnes de déchets radioactifs qui sont exposés à l'air libre dans une région qu'on appelle Arlit. Jusque-là, les gens se posent la question comment est-ce que Orano va procéder pour pouvoir nettoyer cet espace parce qu'il a l'engagement, en tout cas l'obligation de pouvoir enfouir ces déchets. Ces déchets-là sont en train de rendre la population malade et en train de tuer la population, particulièrement les travailleurs, parce que vous savez, la radioactivité, c'est très nocif pour les vies humaines. Et donc, la mine exploitée dans une localité, malheureusement, où vit la population, et cette population n'a pas d'abord eu des retombées économiques par rapport à cette exploitation. Les travailleurs aujourd'hui sont sur le carreau. Quand la mine a fermé, j'ai rencontré des travailleurs, par exemple, qui n'avaient même pas de quoi prendre le bus pour rentrer chez eux. Vous vous imaginez? Donc ça, c'est une situation assez délicate et qui témoigne d'à quel point, en tout cas, qui représente les rapports que la France a eus avec ce pays-là. C'est des rapports vraiment de pillage des ressources et des rapports de paternalisme de telle sorte que la France a toujours considéré qu'elle a le droit de faire même basse sur les ressources du Niger et puis donner au gouvernement ce qu'il veut. C'est la France qui décide combien est-ce qu'il va acheter l'uranium, par exemple, et comment est-ce qu'il va exploiter les gisements. La preuve, vous avez par exemple un gisement qui est considéré par les spécialistes comme le plus grand gisement d'uranium du monde, qui devait être mis en exploitation depuis 2008 sous le président Tanja. Mais la France a estimé à l'époque que non, et les cours du marché n'étaient pas bons. Il faut attendre d'abord que les cours puissent monter et on met en exploitation cette mine-là. Mais la réalité qui était derrière ça, c'est que la France estimait que ce gisement-là lui appartient et que c'est à lui qu'appartient le choix de décider quand est-ce qu'il va mettre en exploitation. Et donc, c'est une façon de dire qu'on va réserver aussi un gisement pour nos générations à venir, alors que le pays a besoin de ressources pour pouvoir faire fonctionner l'école, faire fonctionner l'éducation, la santé, etc., etc. Donc, c'est ça la réalité. Vous voyez aujourd'hui, depuis qu'il y a eu ce coup d'État, vous avez cette haine-là qui s'est déchaînée contre la France. Vous avez appris que l'ambassade de France a été attaquée. Les gens ont mis le feu à cette ambassade-là. Mais les gens pensent que non, c'est des populations manipulées et tout. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du tout ça. Vous avez combien d'ambassades qui sont dans les environs? La zone où se trouve l'ambassade de France, il y a au moins 40 ambassades dans cette zone-là. Aucune ambassade n'a été touchée, si ce n'est celle de la France. C'est parce que justement, les gens ont cette haine-là vis-à-vis de l'ambassade de la France et ils tenaient à exprimer cette haine-là, de telle sorte que on a toujours considéré que la et donc, il fallait saisir cette opportunité qu'on avait et de pouvoir, en tout cas, manifester cette colère-là qu'on a. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé au Niger. Et peut-être demain, ça se passerait ailleurs. Aujourd'hui, la France est à couteau tiré face à la junte au pouvoir. Parce que la junte est allée fouiller, par exemple, pour trouver un document un document d'accord de défense militaire que la France a avec le Niger. Et ils ont dénoncé ce document-là en disant que ce document, la façon dont le contenu qu'il a n'arrange pas le peuple et qu'ils vont en tout cas rompre ces accords militaires-là que la France a avec le Niger. Et la France aussi, de son côté, a dit que non, elle n'accepte pas. Seul le régime de Bazoum, qui est le régime démocratiquement élu, a le droit de renoncer à ces accords-là. Bon, le débat continue, on ne sait pas où est-ce que ça va aboutir. Mais pour conclure, je dirais que vraiment, les rapports qui lient le Niger à la France
pas du tout été des rapports cordiaux. Et ça a été du tout temps comme ça, que ce soit sous Jacques Chirac, que ce soit sous Sarkozy. La question de l'uranium a eu souvent des situations difficiles parce que sous Sarkozy, par exemple, je me rappelais à un moment, Sarkozy voulait que Tange vienne Ouais. à Paris pour qu'il puisse discuter, renégocier le prix de l'uranium. Tange avait dit non, c'est toi qui as besoin de mon uranium, il faut que tu viennes sur mon sol pour qu'on discute. Les gens ont beaucoup apprécié cela parce que, et pour la première fois, quand même, un chef d'État a essayé de ne pas se plier aux injonctions de la France. Et Sarkozy était venu, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, il est retourné et puis bon, malheureusement, la suite, on l'a connue. Tange a été destitué. Les gens ont même expliqué que la France avait une même mise dans ce coup d'État-là. Bon, personnellement, je ne le pense pas, mais quand même, la situation était là. Et les rapports entre vraiment le Niger et la France ont été tout le temps des rapports émaillés par des bras de fer, des coups bas, et des détournements et des pillages. Et les États-Unis, quel est l'impact de les États-Unis au Niger? Les États-Unis, contrairement à beaucoup de partenaires, en tout cas contrairement à la France, est un partenaire en tout cas qui, en tout cas, la coopération américaine au Niger est une coopération très pragmatique. Ce que j'explique par là, c'est que les Américains de tout temps au Niger ont essayé quand même de poser des actes concrets et ils se tiennent quand même à distance des questions politiques, ce qui n'est pas le cas de la France. Peut-être souvent les gens estiment que la France et les États-Unis, mais soit. Ce qu'on a constaté en tout cas, les États-Unis s'est toujours tenu à distance des questions politiques internes. C'est-à-dire que la représentation diplomatique américaine ne s'est jamais immixée dans des questions interne politique. La preuve, même quand il y a eu ce coup d'État, au moment où la France pliait bagage pour rentrer, les États-Unis ont observé une position neutrale en disant que bon, nous restons d'abord le temps d'observer l'évolution de la situation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui découle de cette position neutrale-là des États-Unis au Niger. Et sur le plan sécuritaire aussi, et les Américains, c'est quand même des partenaires qui ont toujours, c'est-à-dire apporté du concret dans le cadre de l'accompagnement du Niger face à en tout cas, à l'insécurité liée au terrorisme. Les Américains ont apporté de la formation aux troupes nigériennes. Ils ont apporté des aéronefs. Je me rappelle personnellement, en tant que journaliste, j'ai participé à la réception de, de deux Boeing C-113 offerts par le gouvernement américain au Niger. Donc ça, c'est du concret qui caractérise la coopération américaine au Niger. Et ça, les gens l'apprécient à juste valeur. Et sur le plan social également, en ce qui concerne les secteurs sociaux de base, les Américains, le gouvernement américain, en tout cas, avait appuyé le Niger dans le cadre d'un projet qu'on appelle le Millennium Challenge Corporation. C'est une enveloppe de plus de 300 millions de dollars. Et à ce jour, c'est la plus grande enveloppe de projets qui existe au Niger jusqu'avant ce coup d'État-là. Donc, c'est 300 millions de dollars que le gouvernement américain a accordé au Niger et pour donc procéder à la construction d'infrastructures, au renforcement du secteur de la santé, à l'éducation et à la gouvernance. Ça, c'est du concret. Et donc, les gens l'apprécient à juste valeur et on voit quand même un partenaire qui fait autant pour un pays, mais qui n'essaie pas de s'immiscer dans les affaires internes, sauf pour des questions de condamnation principe. Par exemple, il y a eu des communiqués pour dire que voilà, les États-Unis condamnent le putsch et ça s'est limité à là. On n'a pas tenté de procéder à des injonctions à la junte au pouvoir et ça, je pense que c'est une posture tout à fait respectable, en tout cas appréciée au niveau de la population nigérienne. Et nous avons vu des manifestations récentes avec des Nigériens arborant le drapeau russe dans les rues de Niamey. Comment interprétez-vous cela?